Bonjour. Alors, sur le seuil entre voix singulière, vous m'entendez bien? Entre voix singulière et horizon commun. D'abord, je tiens à remercier le CRIL, et en particulier Marie-Pascale Huglot, Claire Legendre et Laurence Ouellet-Tremblay de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Afin que l'on sache, pour commencer, d'où je parle, j'aimerais vous livrer, pour ouvrir cette séance, un poème du recueil Plan sauvage, publié il y a quelques années aux éditions de Loi de Cravant à Montréal, mais écrit beaucoup plus tôt, intitulé Tiroir. Toujours, il y a cette zone inatteignable dans les conversations. Surface et manière comptent pour essentiel, et comment ne pas en être désarçonné, désarticulé comme poupée de chiffon, privée de parole, privée de langue, de ce qu'elle est, ou pourrait être, ou pourrait souhaiter nommer avec les dents qu'elle a reçues, qu'elle n'a pas choisies, mais paroles aimées, parce qu'elle sait ponctuer les sonorités d'une histoire inconnue ici, qui ne se dit pas, où il y a toujours ce silence déguisé en bruit, mutisme imposé, cette zone inatteignable chez l'autre, crée la même zone chez soi, et pas d'autre choix que de se regarder les parois de l'être comme ça, éberluées, sans parvenir à ce qui pourrait guider, indiquer un chemin entre soi et l'autre, entre étrangers que nous sommes l'un à l'autre, et nous ferait oublier ce ciel blanc, chape de plomb, difficile à soulever, écrasant les pigeons, les pensées, cherchant à voler, pour rejoindre quelque chose. Au lieu de ça, la piste des chiens rejoint les rues par les trottoirs inclinés en ruisselets. L'étiquette, on la refusera, on la foulera du pied, jusqu'à la voir se répandre en miettes de colère, sans s'en désoler. Je ne suis pas un accent, je suis une histoire, et j'habite un tiroir à double fond. Ce texte aurait pu être écrit au nous jusqu'à la fin. La matière textuelle, littéraire ou poétique est à la fois solide et friable. Elle est surtout mouvante. Non seulement on pourrait la retravailler à l'infini, mais ce qu'elle transporte se métamorphose au gré des regards se posant sur elle. Affaire de contexte, mais pas seulement. Son sens aussi se déplace. À des fins de publication et donc de transmission aux autres, on doit l'arrêter, la freiner, la fixer sur un support, la figer. Mais en réalité, la matière ne cesse de bouger dans l'œil du lecteur et selon le moment et le lieu où celui-ci se trouve. Dans le petit texte que je viens de vous lire, qui ne correspond déjà plus à l'endroit depuis lequel j'écris ou je parle aujourd'hui, on retrouve tout le malaise éprouvé à l'idée de voir son identité enfermée, résumée selon des critères arrêtés, des clichés, des données mortes. Le malaise éprouvé devant ce qui fait écran et masque l'essentiel pour évacuer toute profondeur, éloigner la nuance. Cet enfermement contraint, venu de l'autre et de la nécessité qu'il éprouve de vous définir pour vous supporter en tant qu'élément étranger, équivaut pour la narratrice à être réduite au silence, lorsqu'il y avait précisément la volonté de jeter des ponts entre des singularités, la volonté d'une prise de parole. Dans un cloisonnement imposé, forcément réducteur, il y a nécessité d'émancipation. J'y reviendrai. En tant qu'autrice québécoise expatriée, j'écris forcément depuis un seuil. Sans pour le moment aborder la question de la langue dite québécoise, disons que tout exilé se trouve à jamais écartelé entre ses origines et l'endroit où le hasard ou un choix de vie l'a conduit. L'écart se transforme avec les années, il ne se creuse pas pour autant, il change et parfois il s'adoucit. Là aussi, il y a déplacement. Plusieurs parmi nous ici aujourd'hui le savent pour l'avoir vécu. L'expatrié, le transplanté, le migrant, habite une sorte de faille, un non-lieu où il évolue. Et cet état, ajouté au regard de l'autre qui vous révèle soudainement étranger, cet état soulève des questionnements identitaires incessants. Il installe une tension permanente qui s'apaise, il est vrai, avec les années. C'est que l'exil vient en réalité confirmer la complexité et tout le flou que comporte la notion d'identité, qui ne se résume pas à la langue. Tout son aspect mouvant. Des éléments, la complexité, le flou, le brouillage, que l'on est tenté d'ignorer par souci de confort identitaire. Des éléments, la complexité, le flou, le brouillage, que l'on est tenté d'ignorer surtout lorsqu'il y a au départ malaise identitaire. L'exil n'est toutefois pas seulement une affaire de distance physique ou géographique. Ce qui vous met à distance de l'autre ou de vous-même peut être de nature temporelle. En chacun de nous cohabitent des moi plus anciens,
en plus ou moins bonne entente. On peut par ailleurs se sentir étranger dans le regard de l'autre, décalé, stigmatisé en raison de son aspect physique, de sa sexualité, de sa condition, si l'on est issu d'une culture minoritaire, par exemple, dominée par une autre, ou d'un éloignement social. Me concerne en particulier ce dernier phénomène, celui des transclasses, concept forgé par la philosophe Chantal Jacquet. Annie Ernaux et Didier Ribon, pour ne nommer que ceux-là, ont tiré, vous le savez, de cette forme d'éloignement la matière de certains de leurs livres. J'ai ainsi connu le sentiment d'exil avant de m'installer en France, en quittant mon milieu d'origine déjà, pour habiter le territoire des livres, alors que mes parents ont dû tous deux arrêter l'école à l'âge de 14 ans. En tentant de me délester du poids d'un passé douloureux qui ne m'appartient pas, en m'autorisant à exister autant que possible hors de la douleur. Si j'ai plus d'une fois constaté, d'abord à l'université, puis lorsque j'ai été libraire et attachée de presse, c'est-à-dire bien avant de publier des livres, que les personnes autour de moi, des camarades étudiants, des consoeurs et confrères de travail, venaient d'un milieu pas toujours aisé, mais toujours ou presque plus aisé que le mien, jamais cependant le sentiment de solitude découlant de ce constat n'a été aussi aigu qu'à mon arrivée en France. Jamais auparavant cet écart n'avait été une entrave. Il n'était pas même un demi-caillou dans ma chaussure, pas même un bourdonnement de fond, il avait été jusque-là présent, tout juste comme en sourdine. La difficulté qu'il peut y avoir en France à grimper les échelons, à quitter sa condition, ne relève pas de la fiction. À Paris, il est bon de rire à gorge déployée lorsque votre supérieur hiérarchique fait une blague, qu'elle soit drôle ou non, et de ne pas rire à la même blague du collègue en bas de l'échelle. Si la crispation sociale et identitaire est une tendance générale, elle est particulièrement aiguë dans l'Hexagone. Lorsqu'en cherchant du travail, j'ai compris que mon unique bagage, mon amour de la littérature, une confiance professionnelle lentement acquise et dans la solitude, gagnée à force d'écouter mes désirs et à force de refus, lorsque j'ai compris que tout cela dans mon nouveau lieu de vie ne renvoyait plus à rien et n'avait plus la même valeur, le sentiment de mes origines modestes m'a donc frappé de plein fouet. Et à travers elle, le sentiment plus aigu d'être issu d'une culture en quelque sorte condamnée à la modestie, du moins l'a-t-elle été pendant longtemps. Le concept de francophonie même s'est rapidement révélé être un leurre. Comme toute étiquette, celle de la francophonie en littérature est tout sauf inclusive. Elle est un univers dont la France s'exclut tout à fait, sauf lorsqu'il s'agit de faire briller un ancien prestige. Je pourrais m'étendre longuement sur les nombreux malentendus qui subsistent entre la France et le Québec, sur l'ignorance et les clichés qui persistent, même chez d'éminents lettrés, témoins d'une vision franco-centriste du monde, sur le bilinguisme canadien, sur les archaïsmes présents dans notre langue. Je pourrais raconter cette fois où j'assistais à l'enregistrement pour France Culture d'une adaptation d'une équivoque de Régent du Charme, commande qu'on m'avait faite à l'occasion du 400e anniversaire de la ville de Québec. Déjà, c'est un acteur de la comédie française incarnait le rôle de Mille-Mille. Et le réalisateur, Jean Couturier, décédé aujourd'hui, par souci de justesse d'interprétation, m'avait demandé d'être présente afin de s'assurer que le sens de certaines phrases, justement équivoques, soit bien respecté. Cela pour mieux finalement ne pas écouter mon avis et donner un ton lourd, trop sérieux à certaines tournures de du charme teinté d'humour. Le réalisateur me demanda de lire l'Incipit à la radio, alors que je ne suis pas comédienne, pour que l'on entende l'accent québécois en ouverture de la pièce radiophonique et de me faire recommencer plusieurs fois, car mon accent n'était pas suffisamment marqué. Il ne l'a jamais été à ce qu'on m'a souvent dit par le passé. Comment expliquer qu'on ne lit pas du Ducharme comme on lit du Tremblay? On ne voulait pas m'entendre, il me fallait soudainement me travestir en locutrice typique. J'entends encore la voix dans le casque me parvenir depuis la cabine du studio d'enregistrement. C'est bien, mais pouvez-vous le refaire avec plus d'accent? Alors quoi? La musique de la langue du charmienne ne suffisait-elle pas? Je me suis sentie étrangement ridiculisée par cette demande et j'ai senti notre littérature balayée, caricaturée ou bêtement résumée à ce qu'elle n'est pas. Qu'attendait-on de moi, de nous, Québécois? À quelle réalité exactement notre accent était-il censé correspondre? J'ai alors pensé aux bêtes de foire, à ces curiosités exotiques que l'on exhibait au 19e siècle pour amuser les bourgeois. Sauf que nous étions en 2008. Certes, je n'étais pas dans ce studio de Radio France pour amuser la galerie, je n'étais pas la Vénus Hottentote, nous étions loin du profilage racial et des préjugés liés à la couleur de peau, mais la demande du réalisateur, homme gentil et ouvert d'esprit par ailleurs,
était assise sur des siècles de domination, elle avait un caractère réducteur, laissant pointer une violence, sans qu'il en ait aucune conscience. On invitait notre littérature à la radio à la condition qu'elle corresponde à des critères étriqués. Je pourrais évoquer d'autres malentendus, d'autres clichés, comme cette dictée qu'on me demanda d'animer dans un lycée français d'Istanbul dans le cadre du mois de la francophonie, dictée dont le texte était truffé de fausses expressions pourtant présentées comme typiquement québécoises. Tout ceci nous confinant à la surface des choses, à ce qui frappe, à ce qui s'entend. Tout ceci faisant écran et empêchant de véritables échanges entre cultures de même valeur, entre humains, unis par une même quête de littérature et de poésie. Je pourrais vous raconter tout cela, mais je m'éloignerai de mon propos. De l'enfermement naît la nécessité d'une émancipation, disais-je. J'étais venue en France par amour, et par amour, je n'allais pas en partir. J'ai trouvé refuge, encore une fois, dans la littérature. J'ai trouvé refuge dans l'écriture et la lecture, ces deux gestes qui n'en font qu'un. Dans l'écriture, sans doute le véritable pays de ces femmes en quête d'un pays, comme a écrit Régine Robin, en produisant une quarantaine de courts textes sur ce thème, et dans la lecture, en découvrant des voix amies. Des voix qui ont lutté contre un certain cloisonnement social ou culturel de la littérature ou pour abolir les frontières de la différence. Je me suis retrouvée dans les lettres de Miron, adressées à Claude Effly depuis Paris, un Miron chien de la terre, comme moi, comme il l'écrit à Jeanne Lapointe en 1958. Je me suis retrouvée en lisant La Québécoite de Régine Robin, roman dont la forme s'inspire largement du Berlin Alexanderplatz d'Alfred Döblin. Me sentant à Paris un peu comme elle s'est sentie à Montréal, migrante, souvent fichée, étrangère dans ma propre langue. Elle écrit « De l'autre côté des frontières, les mots n'ont plus la même couleur. » Elle parle aussi avec justesse du leurre de la langue, ni la même ni une autre, l'autre dans le même. Cette langue qui ne suffit pas du tout à nous définir. Je me suis retrouvée dans certains textes des blocs erratiques d'Aquin trouvés dans la section Amérique française de la bibliothèque François Mitterrand, un abri où j'ai écrit mes romans. Liberté, intempestivité de conférencière, écrivaine, je m'autorise un autre saut dans le temps. Le 6 octobre 1959, Gaston Miron est à Paris et il écrit ceci à son ami Claude Effly. « Mon cher Claude, enfin, c'est enfin Paris, me voici à Paris, moi le canaïen, le pas sortable, l'enraciné, le forestier, l'humusien, le continenteux, l'américain, oui, américain, je le suis, je le constate. Et loin de me cabrer à cette idée, cette observation, j'en suis fière de jour en jour. Longtemps dans la ville lumière, ne me retrouvant pas dans le miroir déformant qu'on me tendait, je me suis sentie américaine comme Miron 50 ans plus tôt. Je me suis également retrouvée dans les récits d'écrivains de l'ancienne diaspora américaine à Paris. J'ai fui le bruit et la densité de la ville dans Walden de Thoreau. Je me suis retrouvée dans l'espiègle le tropique du cancer de Henry Miller, dont les moqueries et descriptions de la vie de Paris n'ont pas pris une ride. Dans les lettres parisiennes échangées entre Nancy Houston et Leila Sebar dans les années 80, où Houston, dont je ne suis pas par ailleurs une fervente lectrice et dont le milieu social d'origine diffère totalement du mien, creuse avec beaucoup de justesse et de subtilité le sentiment d'exil, l'exil en tant que solitude féconde et la question de la langue. L'exil signifie être dans l'inquiétante étrangeté du dedans-dehors, appartenir sans appartenir. Dans une de ses lettres, elle dit tenir à son accent. Ces accents, qui, rappelons-le, sont un marqueur social et une tare en France, à tel point qu'un spécialiste de la sociolinguistique, Philippe Blanchet, a inventé le terme de glottophobie pour nommer le phénomène de xénophobie fondé sur le mépris de la langue de l'autre, la langue comme marqueur de distinction sociale. Sur son accent, Nancy Houston a justement écrit « Il traduit la friction entre moi-même et la société qui m'entoure, et cette friction m'est plus que précieuse, indispensable. » À l'époque où elle écrit ses lettres, son accent, sa langue, lui donne l'impression non seulement de parler, mais de vivre entre guillemets. Et l'autrice qui écrit, comme on le sait, la première version de ses textes dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, a besoin de cet écart pour créer. Écrire en français constitue pour elle un double éloignement, celui de l'écriture et celui d'une langue autre. Elle a besoin de rendre, je la cite, ses pensées deux fois étranges, pour ne pas tomber dans les pièges de l'immédiateté. Et à propos d'un sens métaphorique de l'exil et du sentiment d'appartenir sans appartenir, elle en vient à cette belle conclusion en forme de question. N'est-ce pas cette distanciation même qui constitue la littérature? Notre écriture ne vient-elle pas de ce désir de rendre étrange et étranger le familier? La distance, donc, est féconde, ne serait-ce qu'en instaurant la nécessité de l'abolir. Je cite à nouveau Régine Robin dans La Québécoite.
La culture ne se laisse vraiment saisir que de l'étranger, dans le frottement d'une langue à une autre, dans le tissage et le tressage des langues, dans le fait que la langue autre permet de rendre étrangère sa propre langue. Sans cette constitution d'écart, ce supplément, ce décentrement, sans ce vide creusé au cœur de l'identité, il n'y a pas de littérature, seulement des porte-drapeaux, des chanteurs d'hymnes, des romanciers et des poètes du terroir, ce qui en son temps eut quelques charmes, mais on croyait naïvement qu'on n'en était plus là. Le nationalisme littéraire ressemble à cette bassine à friture, célèbre apologue de Barthes, rapporté par Rob Grillet. Vous pouvez y plonger n'importe quoi, il en ressortira toujours une frite. Voilà un discours moqueur et inclusif. Pour rappel, Régine Robin a écrit ceci au début des années 80, qui va complètement à l'encontre de la fameuse lettre de Louis Cornelier sur ce qu'il a appelé la tentation exotique en littérature québécoise, lettre adressée à Christian Desmeules, critique au Devoir, en 2014, et à laquelle je n'ai pu m'empêcher de réagir et ne peux m'empêcher de revenir. Friction, frottement. La littérature, tout geste artistique, naît entre autres d'un décentrement de soi, de la reconnaissance d'un vide, de la nécessité ou de la tentative de combler un écart pourtant impossible à combler. Si le discours fortement antinationaliste de Régine Robin a pu choquer un Québec encore en mal d'affirmation identitaire, s'il peut choquer encore aujourd'hui, je l'ai vu accusé de faire preuve d'antinationalisme primaire et qualifié de piètre sociologue de sa société d'accueil sur les réseaux sociaux tout récemment, il faut lui être reconnaissant de nous avoir rappelé que la littérature, comme l'identité, ne se laisse pas enfermer. Entre soi et l'autre, il y a rupture forcée. Et l'attention née de cette rupture, lorsqu'elle surmonte ce qui fait écran, ne peut qu'être fertile. En somme, on écrit pour creuser en soi une nouvelle altérité, pour creuser la part sombre, l'inexplicable, l'irréductible. Il n'y a peut-être pas d'écriture comme il n'y a pas de lecture sans une certaine dépossession consentie. J'emprunte ici les mots de Frédéric Bernier. Sur la belle idée, aux accents blanchotiens, d'une abolition de soi, le fait de pouvoir s'abolir afin de n'être plus que l'écho de la voix d'un autre, qui serait nécessaire pour éprouver le sentiment d'exister de façon totale. L'essayiste parle de 3 cas. Lire, aimer passionnément, accoucher, comme autant d'actes dont l'intensité est à rapprocher de certains rituels initiatiques. J'ajouterais écrire. Il y a nécessité dans l'écriture comme dans la lecture et dans l'acte d'amour de laisser l'autre, je cite, frayer un passage en nous et de se faire passage. Laisser l'autre se frayer un passage en nous, pardon. Il n'y a peut-être pas la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre sans se déposséder de soi, sans éprouver le vide creusé au cœur de l'identité. Peut-être faut-il avoir l'assurance d'être en possession de soi pour consentir à cette dépossession. Or, cette assurance ne peut venir qu'en se frottant à l'altérité. C'est avec la distance, en étant sans cesse confronté au modèle parisien dominant, que j'ai pu mesurer à quel point la culture québécoise, par son histoire et sa situation, est faite d'ouverture et de croisement, d'un métissage constant. Il est d'autant plus vain de vouloir la contraindre au respect d'une tradition, si jeune au demeurant. C'est avec la distance, en étant confronté à ce que je ressens comme une crispation du langage et des identités en France, et je m'exprime ici non seulement en tant qu'autrice, mais en tant que correctrice dans la presse, mon gagne-pain parisien. C'est avec la distance que j'ai pu mesurer à quel point cette situation de tension entre deux langues, entre des langues et identités diverses, est en réalité une force. Elle est même notre richesse. Nul mérite en cela, aucune nation n'a davantage de mérite qu'une autre. Inutile de chercher à faire l'éloge de ce que nous sommes, on aurait tôt fait de s'abîmer dans des comparaisons. Je me contente intuitivement de dresser un constat. La langue d'ici, la langue littéraire, celle qui s'émancipe des canons établis, a quelque chose d'indomptable, de fougueux. Elle est fondamentalement insoumise. Cela est sans doute né de la nécessité d'une affirmation. On peut en poser l'hypothèse. Par la force des choses, cette langue est aussi accueillante. Elle est malléable. C'est en cela que la lettre de Louis Cornelier, qui ravivait une vieille querelle, avait de quoi faire frémir. Elle semblait nier ce caractère justement distinctif, la capacité à accueillir cet autre qui habite en chacun de nous, cette part de nous restant étrangère à nous-mêmes, inexacte, floue, dérangeante, inquiétante et belle pour ces raisons. L'écrivain qui situerait l'action de son roman et ses personnages ailleurs, je cite Cornelier, n'aurait pas trouvé dans son milieu, dans sa société, dans son pays, suffisamment de sources d'inspiration pour nourrir son œuvre.
N'est-ce pas là un discours stigmatisant? Un écrivain ne pourrait écrire sur ce qu'il ne connaît pas intimement sans se complaire dans l'inauthenticité. Qu'est-ce que l'authenticité? Quelle place tient l'imaginaire, ce pouvoir de la création, dans ces notions? Accueillir l'autre, se mettre à sa place, le faire parler, se déplacer ailleurs pour mieux se voir, tout cela, pour la Québécoise ou le Québécois qui écrit, relèverait de l'exotisme, de l'esbrouf, de la frime. L'écrivaine ou l'écrivain ne saurait atteindre une justesse, une vérité qu'en parlant d'elle-même ou de lui-même, de sa réalité identitaire nationale, elle n'aurait pas le droit de se chercher ailleurs. Cela suppose d'avoir une idée exacte de soi-même, une idée sans équivoque de la vérité. Est-ce possible alors que nous sommes faits d'espace et de temps superposés, d'angles morts, de mouvements? Se voir ailleurs, ce serait se désincarner, ce serait mentir. Se nier, sommes-nous donc si fragiles? Je ne le crois pas. Qui parlera de nous si ce n'est nous-mêmes, a écrit Cornélier. Faut-il s'inquiéter de ce que d'autres diraient de nous-mêmes? En quoi donner une voix aux autres nous empêcherait-il de parler en notre nom propre par ailleurs? Et en quoi, surtout, la voix des autres ne serait-elle pas à la fois notre voix, une voix plurielle? Sommes-nous si distincts des autres humains qu'il faille garder pour nous le soin d'affirmer cette distinction? Portons-nous une telle tare, un tel fardeau ou un tel trésor d'un tel degré de subtilité qu'il serait impossible aux autres d'écrire ce que nous sommes, de nous saisir, en somme? Surtout, Cornélier semblait oublier que la liberté fictionnelle, l'imaginaire, est intimement liée à son pouvoir subversif. Si l'écriture doit se soumettre à une tradition, si elle ne peut plus se voir autre, s'étonner et se renverser elle-même, à quoi peut-elle prétendre? Je cite Annie Lebrun, femme de lettres, électron libre, exploratrice de la part sombre, étrange, inexplicable qui nous constitue et de ce qu'elle peut permettre de voir advenir en tant qu'espace du désir. De cet espace incontrôlable où se recrée organiquement le lien entre l'imaginaire et la liberté, nous sont venus et peuvent encore nous venir nos plus fortes chances de conjurer le désagrément d'exister. Ce qu'on appelle la poésie n'a pas d'autre justification. Le Québec, terre de poésie et des micros ouverts, où le corps se sent peut-être plus libre qu'ailleurs. Ici, il te semblait que ton corps t'était rendu, a écrit Régine Robin dans La Québécoite. Ce Québec serait menacé, plus que d'autres nations, du fait de sa position minoritaire, par les sirènes tentatrices de l'exotisme, tout ce discours à l'odeur de renfermé, emmuré, emmurant, emprisonnant, m'a semblé et semble encore témoigner d'un malaise appartenant au passé et ne plus correspondre à ce que nous sommes devenus, ou du moins à cette autonomie à laquelle nous continuons de tendre. Il m'a semblé nous maintenir dans une position minoritaire. En conclusion de sa chronique intitulée « Les nouveaux exotiques », le journaliste posait la question de cette autonomie de notre littérature. Mais le Québec est-il une société normale? La littérature québécoise est-elle aujourd'hui vraiment mature et autonome? Peut-elle seulement l'être? Rien n'est moins certain. Fin de la citation. À supposer que notre société ne soit en effet pas normale, elle n'a certainement pas l'exclusivité de l'anormalité, et ce qui ne trouverait pas paradoxalement très inquiétant et qui ne trouverait pas paradoxalement très inquiétant d'avoir pour terre d'origine une société dite normale. L'art est aussi là pour permettre d'éprouver la complexité de ce qui nous fonde collectivement et de ce qui fonde nos singularités individuelles. C'est pour cela que dans l'art en particulier, mais aussi dans la vie, ne pas parvenir à admettre ces zones d'ombre, ne pas arriver à les scruter sans vouloir à tout prix les classer comme on classerait une affaire encore pleine de non-dits et de mystères semble dangereux. Quant à l'autonomie, la tradition qu'évoquait Cornélier sans bien la définir, à laquelle, selon lui, les écrivains se doivent de rester fidèles, est indissociable de la question politique. Si aucune nation n'a plus de mérite qu'une autre, les nations et leurs littératures respectives ne sont en rien égales entre elles. Elles sont au contraire soumises à des rapports de force, à des dominations. Dans son essai « La République mondiale des lettres », que Cornélier n'a peut-être pas lu, Pascal Casanova a étudié la structure de ces forces invisibles, ce qu'elle appelle la puissante fabrique de l'universel littéraire. Elle montre que par la croyance, les hiérarchies tacites et la concurrence qu'elles installent permettent à l'espace littéraire de se constituer et de fonctionner. Mais elle illustre aussi que la littérature existe bien en dehors ou au-delà de la question nationale. Je cite, « Il y a une autonomie relative du fait littéraire dès lors que le patrimoine littéraire accumulé, les œuvres, la reconnaissance universelle, la consécration internationale d'écrivains désignés comme grands,
permet aux créateurs d'échapper à l'emprise politico-nationale. C'est pourquoi, comme le rappelait Valérie Larbaud, la carte littéraire et intellectuelle n'est pas superposable à la carte politique. L'histoire, comme la géographie littéraire, ne peuvent se réduire à l'histoire politique, mais elle en est toujours, surtout dans les contrées peu dotées en ressources littéraires, relativement dépendantes. Fin de la citation. Aussi, cet autre passage me semble particulièrement convenir à la situation qui est la nôtre. Peu à peu, la littérature s'arrache à l'emprise originelle des instances politiques et nationales qu'elle a contribué à instituer et à légitimer. Le rassemblement de ressources littéraires spécifiques, qui est aussi l'invention et l'accumulation d'un ensemble de techniques, de formes littéraires, de possibilités esthétiques, de solutions narratives ou formelles, en bref, cette histoire spécifique, plus ou moins distincte de l'histoire nationale et dont elle n'est pas non plus déductible, permet à l'espace littéraire de s'autonomiser progressivement, de conquérir son indépendance et ses lois propres de fonctionnement au sein de nations définies politiquement. J'insiste sur cette dernière phrase, c'est lorsque la littérature parvient à se défaire de sa dépendance politique qu'elle ne s'autorise plus que d'elle-même. Et ceci, qui me semble capital, les écrivains, au moins une partie d'entre eux, peuvent alors refuser, je cite toujours Pascal Casanova, à la fois collectivement et individuellement, de se soumettre à la définition nationale et politique de la littérature. Ainsi, même sans avoir acquis une pleine autonomie politique, le Québec, par le rassemblement de ses ressources littéraires spécifiques, par l'émergence de figures littéraires majeures dont la légitimité a été mondialement reconnue depuis plusieurs décennies, inutile de les énumérer ici, notre territoire littéraire a gagné aujourd'hui sa pleine autonomie. Peut-être ce territoire est-il plus qu'auparavant à même d'accueillir ces multiples voix pour cette raison, d'accueillir l'altérité, d'écouter et de donner la parole à ces minorités dans la minorité, aux peuples premiers, aux autres dominés, oubliés, et de rouvrir certaines blessures. Le petit peuple serré de près aux soutanes du refus global fait partie de nous, mais il appartient au passé. Après avoir tendu l'oreille aux voix de la littérature migrante, la part faite enfin aux voix autochtones dans notre littérature semble témoigner de cette nouvelle maturité. En choisissant des textes à présenter à des étudiants de l'Université de Grenoble, où on m'invite à animer un atelier et participer à un séminaire, je suis frappée, une fois de plus, par l'importance de l'oralité dans notre patrimoine, dans notre identité littéraire, que l'on perçoit autant dans l'écriture de Ferron que d'une toute autre manière, certes, chez Kevin Lambert. Elle participe, il me semble, du caractère souple et joueur de notre langue, en rupture avec les modèles figés. Dans l'essai déjà cité, Pascal Casanova aborde cette question de l'oralité en tant que stratégie d'autonomisation dans de nombreux espaces littéraires du monde. Elle évoque par exemple Mark Twain, qui, écrit-elle, fonde au 19e siècle le roman américain sur l'introduction d'une langue orale populaire par laquelle il affirme son refus des normes de l'anglais littéraire. Et je cite, « Ce recours aux pratiques orales, c'est-à-dire aux évolutions et aux changements permanents des pratiques linguistiques, permet d'accumuler des ressources littéraires toujours nouvelles, de fonder les pratiques littéraires sur le caractère mouvant et inachevé de la langue et de s'éloigner ainsi des modèles sclérosés. Je note aussi que la langue fait chez nous la part belle au corps, même elle fait corps. Libre, elle est souvent crue, charnelle. Pour parler en mon nom propre, j'ai besoin, dans ma pratique, de puiser à cette énergie particulière de la langue, où les mots ne sont pas uniquement des outils pour raconter, ils ont une texture, une couleur, une musique, que l'écrivain assemble comme un plasticien sculpte la terre ou rassemble des objets pour transcender la matière, inventer un discours poétique, autrement dit, un discours hors ou au-delà ou en deçà de l'histoire. Je reviens à l'essentiel articulation littérature-désir. Ce que recèlent les œuvres de plus précieux, a écrit Frédéric Bernier dans Antise, n'est peut-être pas un supplément de signification, une nouvelle mine d'informations exploitables sur le monde. C'est plutôt cette réserve de négativité, réserve de réserve, trésor de ténèbres, pardon. Cette réserve de négativité peut faire écho au surréalisme, à la pensée d'Annie Lebrun, où la négativité ouvre un infini qui embrasserait tout, ou tout autrement à Blanchot. On peut penser à la négativité de la phénoménologie de l'esprit dans son interprétation par Alexandre Kojève, une négativité qui introduit l'idée de liberté dans la philosophie. Pour Hegel, l'homme n'est pas seulement ce qu'il est, mais ce qu'il peut être, en niant ce qu'il est. La négativité, c'est la liberté, l'action libre ou libératrice, la possibilité que l'homme a de transcender sa nature. Elle me ramène en particulier à l'insoumission dans ses liens à la littérature, ou plutôt à la poésie, dirait la radicale Annie Lebrun, pour qui le mot littérature étant indissociable de l'idée d'institution est à bannir.
Une insoumission qui permet d'ouvrir un espace de dialogue absolument essentiel en ces temps de crispation identitaire où on observe une tendance de fond depuis quelques années vers un conservatisme nocif. Nous avons besoin d'un espace où il soit encore possible d'apprivoiser l'incertain, le doute. Tous ces espaces abolis par les schémas et impératifs du néolibéralisme, par la violence sourde des étiquettes qu'elles nous accolent, faussement rassurantes. C'est le sens que l'on pourrait donner au tiroir à double fond que le jeu habite dans le poème cité en ouverture. Je citerai ici Nicole Caligari, autrice inspirante et amie, dans Le paradis entre les jambes. Elle a écrit « À moins de s'en tenir à la fonction ornementale qu'on lui accorde pour la désamorcer de tout pouvoir, la littérature ne saurait être inoffensive et même pas admissible. La littérature n'est ni propre, ni convenable, n'a rien à voir avec l'élégance. Elle est obscène, sous-consciente de ses enjeux, héritière de la pensée sorcière dont Michelet révéla le sens, un pouvoir mineur, lunaire, siégeant entre les lèvres du vagin de Bobo, contraire au soleil écrasant. » Comment ne pas penser ici au trésor des ténèbres évoqué plus tôt, aux potentialités qu'il libère, au monde possible né à la condition d'un désir. En 2014, j'ai obtenu une bourse de la région Île-de-France pour une résidence d'1 an à la Librairie du Québec. Passons sur le nom du lieu, qui donne malheureusement l'impression de se trouver devant une librairie institutionnelle, alors que la librairie, par exemple, Néquivoque, charmerait et piquerait la curiosité du chaland. Je propose comme ça. À l'origine du projet, la volonté de décloisonner. Le projet consistait donc à faire entrer la littérature française dans la Librairie du Québec et de faire sortir la littérature québécoise de ses murs, d'ouvrir un dialogue entre la littérature française et la littérature québécoise en invitant des auteurs français à discuter d'œuvres québécoises, à les faire entrer en résonance avec leurs œuvres propres, tout cela sous un angle d'approche, l'insoumission. Il s'agissait d'inviter les auteurs à puiser à d'autres textes, à tendre l'oreille vers des voix venues de différents milieux, à faire circuler les idées, s'entrechoquer les époques et à marier les genres. Comme on lit souvent pour apprendre, on peut écrire pour apprendre à orienter des voies singulières vers un horizon commun, vouloir connaître, c'est-à-dire tendre vers l'inconnu au risque de perdre pied, remettre en cause pour inventer. Voilà les raisons d'être possibles d'un besoin d'écrire, entendu comme un mode d'exploration. Vouloir connaître, c'est aussi une manière d'entrer en dialogue avec le public lecteur, auditeur. Écrire non pas d'abord pour aller vers soi, mais dans l'espoir de rejoindre l'autre, d'échanger avec lui sur la nécessité de sortir des ornières du chemin qu'on nous a dicté, réfléchir avec lui à des moyens possibles d'y parvenir, découvrir grâce à lui, grâce à cette altérité au lecteur, au public, d'inattendue respiration. Depuis cette année d'échange, la place de la littérature québécoise en France a changé, vous le savez. Le milieu de l'édition est en ébullition et cela se ressent jusque sur les tables des librairies parisiennes que je fréquente. Les étiquettes nationales ne suffisent plus à nommer ce que nous sommes. Nos livres côtoient ceux de l'Hexagone pour habiter un seul et même écosystème, celui d'une certaine exigence littéraire, entre autres, et d'autres causes communes qui n'ont que faire des frontières nationales. Il était temps. Je vois Mère d'invention de Clara Dupuis-Morancy, tout près des Lettres aux jeunes poétesses, collectif dirigé par Aurélie Olivier aux éditions de l'Arche. Je vois la récente fiction aux accents kafkaïens de David Turgeon, qui fonde un petit univers utopique en apparence éloigné du présent et hors de la réalité québécoise, voisiner le dernier récit de l'auteur français Thomas Giraud, un roman centré sur la figure de l'artiste hollandais Bastien Adder, disparu en mer en 1975. Nos poésies, nos langues ont un ennemi commun, dont les crispations identitaires ne doivent pas nous détourner. La concentration des médias, les conflits d'intérêts, les exigences de rentabilité partout présentes, dont celles des grands groupes de l'édition, en encourageant de moins en moins la prise de risque, en favorisant la reproduction de masse de modèles semblables et donc le suivisme et les effets de mode, elles fragilisent les voix singulières, quand elles ne les empêchent tout simplement pas d'émerger. C'est cette violence invisible du productivisme tendant à effacer l'individu problématique et présente dans tous les domaines qu'il faut combattre ensemble, d'abord en revendiquant nos libertés créatrices. Voilà. Merci.